La Cotimo, effectivement, Eva, vous le disiez, tendance immobilière. L'immobilier logistique est un sujet discret, qui n'occupe pas toujours le devant de la scène. Et pourtant, c'est un secteur qui est en pleine évolution. C'est même une allocation d'actifs maintenant de plus en plus préférée par rapport au tertiaire. L'épreuve, c'est que les foncières ont investi massivement sur ce sujet. Que se passe-t-il du côté immo logistique en ce moment? Comment la ville l'intègre? C'est la réponse avec notre invité, Diana Dizin. On dit Dizin ou Dizien? Dizien. Dizien, voilà. Diana Dizien, vous êtes directrice déléguée chez Afilog. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour débuter, on va faire un tour d'horizon, si vous voulez bien, sur le marché. Comment se porte aujourd'hui la logistique, notamment en cœur de ville? Parce qu'on a vu arriver aujourd'hui une floraison d'espaces logistiques avec des périmètres et des tailles très, très faibles, 200, 300, 500 mètres carrés, fleurir partout dans les grandes métropoles. Est-ce que symboliquement, c'est le marqueur maintenant aujourd'hui d'une logistique qui est définitivement dans le paysage urbain? Oui, merci pour cette invitation. Bonjour Eva, bonjour Sylvain, merci. C'est vrai qu'on voit fleurir partout, peut-être pas partout, mais en tout cas dans beaucoup de métropoles, des espaces logistiques urbains. Mais il faut peut-être ne pas regarder l'arbre qui cache la forêt. Il faut avoir en tête que sur le marché logistique au global, donc urbain, périurbain, la grande logistique, la moyenne logistique, on est sur un marché de pénurie. Et je pèse mes mots. Donc, on est aujourd'hui sur un marché qui connaît un stress d'offres impressionnant. Il n'y a pas assez d'espace logistique. Il n'y a pas assez d'espace logistique, il n'y a pas assez de mètres carrés logistiques. Il y a des investisseurs qui souhaitent investir, vous l'avez dit, des foncières, y compris non spécialisées, qui se tournent vers ce marché. Il y a surtout des utilisateurs, des logisticiens et des transporteurs qui cherchent des mètres carrés et qui n'en trouvent pas. Nous sommes sur des taux de vacances sur ce marché au global qui sont très faibles. Donc, on est à moins de 4% de taux de vacances. Sur le segment prime, on est parfois, comme en région lyonnaise, à moins de 2%. Donc, on est très, très loin de la fluidité du marché. On est vraiment sur un stress d'offres. On est sur une crise du logement des entreprises logistiques. Alors, c'est une crise, bien évidemment, de l'offre, mais vous avez raison de faire le parallèle, puisque effectivement, la demande est très soutenue en matière de logement, et il y a une offre voilà, qui est trop faible. On s'est amusé justement à voir comment, finalement, cette allocation d'actifs devenait de plus en plus intéressante, puisqu'elle se rapproche des taux de rendement internes de plus en plus forte avec le tertiaire. Et on le sait aujourd'hui, la logistique et la livraison au dernier kilomètre va devenir la règle absolue de la ville du quart d'heure, justement. On s'est amusé, dans une infographie, à mesurer le taux d'artificialisation au niveau de la surface. Sur la partie logistique, c'est 0,94%, ce qui confirme complètement la tendance que vous avez développée. Est-ce que les élus, les acteurs de la ville, iront vers le développement logistique quand on sait parfois qu'il y a des résistances, notamment des riverains, à ne pas voir forcément des structures logistiques proches de chez eux? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est aujourd'hui, il y a des espaces inutilisés. À Paris, il y a 100 000 places de parking disponibles. Il y a de plus en plus d'espaces. Est-ce que ça, un jour, on a vu quelques initiatives, sera destiné à développer votre marché? Oui, parlons-en. C'est vrai que ce 0,94% de l'artificialisation, c'est un chiffre qu'il faut vraiment avoir en tête. Il est à comparer aux 46% d'artificialisation qui est due au logement individuel et collectif. Donc, ce sont des données de France Stratégie qui sont partagées, donc issues d'enquêtes de données publiques. Mais reste que l'entrepôt reste victime d'une sorte d'illusion d'optique. Ce sont des bâtiments imposants. Oui, pas toujours très beau. Nécessairement imposant. Je dirais qu'un bâtiment de 100 000 mètres carrés est beaucoup plus économique et écologique que 10 bâtiments de 10 000. Ça consomme moins de foncier, vous avez moins d'espace consommé autour, vous massifiez les flux beaucoup mieux. Donc, il y a une raison pour laquelle la profession va vers ces bâtiments qu'on appelle XXL, mais qui n'enlève rien au fait qu'on continue à faire des bâtiments de 20 000 et 30 000. Mais gardons en tête que moins de 1% de l'artificialisation, c'est très peu. Et pourtant, c'est vraiment... on est très, très concerné par les sujets de zéro artificialisation nette. Et on sent que l'étau du foncier se resserre de plus en plus autour de nous. Et donc, comment on fait quand on n'a pas la place, justement, dans des grandes villes comme Paris, par exemple?
Alors, en ville, on ne cherche pas à optimiser, à chercher le barycentre. Vous savez, quand un professionnel cherche un entrepôt, il calcule la géographie de ses flux, le barycentre, et il essaye de trouver un optimum. En urbain, c'est impossible. Il faut composer avec l'esprit des lieux, avec les opportunités, forcément Et si on imparfaites. essaie de revoir la surface, je prends un exemple, hein, Getir. Ouais. Getir, une nouvelle start-up turque, hein, qui a encore optimisé la livraison de produits frais avec ce qu'on appelle les produits de première nécessité, une 80 références en produits frais, livrés en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, c'est extraordinaire. Alors eux, c'est des espaces logistiques de 150, 200, 300 mètres carrés, qui sont des points de relais. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, avec les problématiques de mobilité, de circulation qui sont graves aujourd'hui, et à la limite, on peut comprendre la nécessité environnementale, est-ce que les grands logisticiens ne vont pas investir ce type de marché? Il y a qu'en fait une base logistique énorme et des points de relais faciles à travailler et finalement pas repérables de l'extérieur quand on y réfléchit. Ça peut être effectivement, encore une fois, la reconversion de parking, mais aussi d'espaces de boutiques qui ont plus de valeur et qui peuvent représenter des espaces de dépôt intéressants. Déjà, j'insiste sur le fait que les dark stores et les dark kitchens, C'est ça. ce sont des faits immobiliers qui, pour nous, ne relèvent pas nécessairement de la logistique et qui se rapprochent davantage du commerce. Donc nous, le monde de la logistique, on se sent beaucoup plus proche de l'industrie. Je comprends. On est une sorte d'industrie de traitement des flux logistiques. Et donc, on ne souhaite pas qu'il y ait trop Pour vous, d'amalgame. c'est pas- Il y a eu trop d'amalgame avec le e-commerce. Je Si comprends. en plus on rajoute l'amalgame avec les dark stores, les dark kitchens, on va Mais avoir de le plus en plus e-commerce de mal. aujourd'hui, Diana, représente un volume très important en espace logistique, considérable. Est-ce que, effectivement, ça reste quand même, sur le principe, sur le plan de la doctrine de la logistique pure? Alors, si on prend le e-commerce, donc nous, le e-commerce B2C, parce qu'il y a du commerce B2B, Bien sûr, bien sûr. je sais pas, l'artisan qui commande sur Mano Mano, c'est du e-commerce, mais on va pas le compter. Le B2C, aujourd'hui, est responsable de moins de 10% des surfaces et des flux logistiques. Donc, il faut quand même savoir que les 90% restants, flux comme surface, sont liés à des échanges de matières, de marchandises entre établissements économiques. Donc aujourd'hui, on a tendance, comme pour l'artificialisation, à grossir la focale et à se dire c'est le e-commerce Très qui est juste. responsable de tout. Très juste. Alors que si on regarde chiffres, on se rend compte que c'est le commerce traditionnel qui tire la demande logistique. Maintenant, la réindustrialisation, on a une énorme demande liée à la localisation et la relocalisation d'activités productives. Donc, que ce soit le e-commerce ou tout ce qui est commerce où on clique, c'est quand même très, très minoritaire. Il ne faut pas le comprends. négliger, mais c'est minoritaire. Mais vous avez raison de le souligner et merci de l'avoir fait, puisque effectivement c'est souvent cette partie de l'iceberg que nous on voit et pas effectivement quand vous dites que 90% des échanges sont entre établissements économiques, ça dit tout hein, déjà. Alors on le voit, le fret est en train d'exploser. On a vu qu'avec l'inflation, la guerre en Ukraine, vous parliez de relocalisation. Est-ce que c'est plus qu'un phénomène? Est-ce que ça va durer? Oui, nous pensons vraiment qu'on est passé dans une autre donne économique globale. Chez Afilog, on ne croit pas à la démondialisation, mais on pense à une logistique et à des chaînes logistiques plus régionalisées. Donc on pense qu'il y aura probablement des choses qui seront moins à l'échelle globale, mais plutôt qui se passeront à l'échelle de l'Europe. Et donc les choix de consommation, mais aussi de localisation d'entrepôts, seront un peu plus à l'échelle européenne. En termes de chiffres, ça se concrétise comment aujourd'hui, cette demande-là qui revient donc en France, relocalisation, réindustrialisation? En termes de chiffres, comment la demande est appuyée sur 3 piliers. Donc vous avez la grande distribution et distribution spécialisée. Ces grandes enseignes, Decathlon, Carrefour, Lidl, ils sont en train de faire leur mue immobilière, logistique. Donc, ça va petit à petit s'apaiser. Le e-commerce a aussi fait sa grande explosion, ça va continuer. Mais le troisième pilier, c'est vraiment la demande industrielle. Et on le voit dans les chiffres du marché de l'année 2021 déjà. On voit qu'on a... une demande importante, je pense qu'on est dans les 500
000 mètres carrés placés en logistique industrielle sur l'année 2021, ce qui n'est pas forcément énorme, mais ce qui est beaucoup plus que ce qui se faisait avant. Alors, on voit bien effectivement, et vous avez raison de le souligner, que les besoins industriels sont colossaux. Est-ce que, lorsque vous dialoguez avec les clients, les différents partenaires, l'idée de la relocalisation ou de la régionalisation, c'est aussi l'idée de rompre la dépendance qui est venue de façon très flagrante avec la crise ukrainienne, mais pas que. Oui, je pense que la succession de C'est-à-dire crises... quitte à payer plus, c'est-à-dire qu'en fait, ils réinvestissent. On a tous compris qu'à une époque, c'était facile de délocaliser certaines industries parce qu'on avait un dumping social qui était très attractif, hein, il faut le dire. Il y avait même une migration industrielle pour aller chercher les cadres sociaux où ils étaient le plus intéressants. Est-ce que là, aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de débat là-dessus ? C'est plus la première recherche. La recherche, c'est finalement de rompre cette dépendance. Est-ce que vous le sentez, Oui, ça ? on est vraiment sur cette logique de souveraineté économique et Voilà, de souveraineté industrielle. Oui, on est vraiment dans ces logiques-là. Ce qui est peut-être pas encore suffisamment compris, c'est qu'il n'y aura pas d'industrie sans logistique. Quand vous relocalisez une activité industrielle, vous relocalisez nécessairement des stocks, parce qu'il y a du stock avant l'usine et en sortie d'usine. Donc fatalement, si vous réindustrialisez en délogistisant la France, ça ne marchera pas. Mais les politiques n'ont pas très bien compris. D'ailleurs, c'est même, ça nous rend schizophrènes. Puisque vous avez des politiques qui vous disent il faut relocaliser parce qu'effectivement, on va générer de l'emploi. Parce que ce que vous dites, le sous-jacent, c'est quand même de l'emploi, hein, de l'emploi créé, de l'emploi net, dans des régions qui en ont bien besoin. Et en même temps, on a des administrés, des élus qui sont un peu frileux, notamment certains élus locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réalité auxquelles font face les élus avec les industriels pour relocaliser l'industrie, on voit de plus en plus d'agences de développement régionales accompagnées par les services départementaux ou régionaux. Est-ce que ça fonctionne concrètement et est-ce que le niveau de relation est bon ? Le niveau de relation est bon, le dialogue commence à se mettre en place sous l'impulsion de l'État. Donc le gouvernement a donné un gros coup d'accélérateur à ce lien entre la logistique et l'industrie en signant avec les membres d'Afilog une charte d'engagement réciproque l'année dernière. Donc là-dessus, par contre, il existe encore des élus nombreux qui disent on veut de l'industrie, on ne veut pas de logistique. Or, la logistique a quand même quelques atouts. Donc, on le dit depuis des années, la logistique crée des emplois. On est sur des ratios d'emplois entre 70 et 80 emplois à l'hectare bâti. Bon, on est entre 10 et 200, si vous voulez, au global, pardon. Mais la moyenne, c'est quand même 70 à 80 emplois, c'est pas rien. On est en capacité de produire beaucoup d'énergie avec du photovoltaïque. On s'est engagé à couvrir à 50% les toitures de nos bâtiments et les ombrières contre 30% réglementaires. Donc, on surperforme la réglementation. Donc, on crée de l'emploi, on produit de l'énergie. On fournit un certain nombre de taxes aussi. Donc, je pense que en plus, on fait beaucoup d'efforts sur l'intégration architecturale et paysagère de nos bâtiments. On commence à travailler la verticalité. On essaye du mieux que nous pouvons à construire uniquement sur des friches, ou en tout cas en priorité sur des friches, parce qu'on ne pourra pas le faire à 100% sur des friches. Donc je pense qu'on arrive à apporter à la collectivité bien plus que ce qu'on a le sentiment de lui prendre par moment. C'est très clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Dana Dizien, directrice déléguée d'Afilog. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la Côte Imo.